Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce lundi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but de l'émission, évidemment, diffusée également sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous nous écoutez en région sur Espace Cancan, sur 99 FM. Merci de votre fidélité. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Bienvenue, bonjour Ahmed. Merci Lamine, bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Roby. Bonjour. Bonjour mon cher Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine. Allez. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà mon cher, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, on ne peut pas passer inaperçu. Comment on qualifie en tout cas l'attentat du côté de Paris, Ahmed? C'est horrible. Écoutez, c'est horrible. Je pense qu'aujourd'hui, l'humanité devrait se lever, ou encore les musulmans devraient se lever pour dénoncer cet état de fait. Parce que à chaque fois quand il y a ce genre d'action, il faut le signaler. Bien évidemment, on n'attribue pas forcément aux musulmans, mais ça reste clair que ceux qui commettent ce genre d'actes prononcent on ne va pas dire des versets coraniques, mais des mots qui vous renvoient automatiquement à la religion musulmane. Quand on entend dire Allahu Akbar en commettant ce genre de forfaiture, moi je dis tout simplement que ce sont des bandits qui se déguisent, qui se cachent derrière une religion, parce que je pense que suffisamment les prêcheurs l'ont dit, les hommes, ceux qui connaissent la religion l'ont dit. La religion n'a pas demandé à agir comme ça en tuant son prochain. Donc je pense que ce qui est en train de se passer, il faut se lever et dénoncer. Oui, sur la toile, on a vu pas mal de personnes s'insurger contre ceux qui soutenaient un peu la France dans cette action. Moi, je dis tout simplement qu'il est important de supporter la France vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour la progéniture, c'est pour le futur. Aujourd'hui, nous qui sommes présents, si nous ne défendons pas, c'est-à-dire en tant que religieux aussi, si nous ne défendons pas les vertus, si nous ne défendons pas la réalité, je pense que ceux qui viendront demain vont beaucoup plus souffrir que nous. Rien que pour ça, je pense qu'on devrait aussi soutenir la France dans ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas tuer son prochain de la sorte. On nous dit oui, à tel endroit, il y a eu tel mort. Ici, il y a eu 200 et quelques morts. J'ai dit bien, on ne reconnaît les vrais amis que pendant qu'on souffre. Pendant que Ebola est en train de nous décimer ici, François Hollande a été l'un des chefs d'État qui s'est déplacé pour venir saluer les Guinéens. La France s'est battue. Les États-Unis aussi se sont battus. Pas mal de pays aussi se sont battus. Il s'est déplacé, il est venu. Oui, les pseudo-panafricanistes. Pendant ce temps, dans les pays africains ici, on était des parias. Les Guinéens ne pouvaient pas rentrer dans certains pays africains. Alors je pense qu'il faut sortir de ce carcan et dire la vérité. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Et il faut voir de l'avant et mettre carte sur table pour se dire réellement la vérité. Voilà, allez, politique week-end, évidemment, nos reporters sont déployés sur le terrain. On a rencontré Lansana Kouyaté en parlant évidemment de l'islam. Lansana Kouyaté, Bandou Keita l'a rencontré, voici la réponse. Mais on oublie aussi que les pays musulmans ont été durement éprouvés par le même fanatisme. Je voudrais rappeler que les 4 califes éclairés, comme on les appelle, de l'islam, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman et enfin Sayyidina Ali, sur les 4, il n'y a que Abu Bakr qui est mort de sa mort naturelle. Les 3 autres ont été assassinés. Et combien ont été assassinés après eux? Parmi les califes ou les imams, lorsque les chiites ont prôné l'imam, il y en a beaucoup. Si ce n'est plus la même expression, la même façon de tuer, ou les mêmes raisons même parfois, mais le fanatisme égale fanatisme. Il faut donc surmonter les émotions qui nous amènent à la haine les uns des autres quand on pratique ces religions de la façon la plus classique, la plus normale. Ceux qui commettent ce crime ne sont ni musulmans, ni autre chose que des obscurantistes qui partent de raisons données pour semer la mort et la désolation. Les grandes gueules. Voilà, Tamba, on a écouté Lansana Kouyaté, le président de PEDN. La particularité de l'attentat de Paris, c'est que c'est la première fois que ces terroristes font exploser. Ils se font exploser de cette façon, bien entendu, avec une stratégie qui rappelle un groupe islamiste précis. Mais Lansana Kouyaté dit quelque chose d'important. Il faut reconnaître qu'il est très difficile à l'islam de se départir, au terrorisme de se départir
de la marque de l'islam. Parce que chaque fois qu'ils vont agir, ils vont utiliser le nom de Allah, ils vont utiliser le nom de Mohammed. Et finalement, ceux qui ne sont pas musulmans et qui ne comprennent rien à l'islam, les étiquettes de cette façon-là. Mais je vais vous dire, un des problèmes de la religion aujourd'hui, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane, un des problèmes, c'est de pratiquer sa foi sans aucune intelligence. Et c'est du fanatisme, c'est même la définition du fanatisme religieux. On y croit tellement qu'on ne réfléchit même plus pour agir. Il y a pas mal de considérations que nous allons certainement soulever à l'intérieur de ce studio après avoir écouté ces personnes, mais ça mérite le regard de tout le monde, la réflexion de tout le monde. Voilà, Kouyaté qui propose Mohamed Mara. Là, de la politique, ça touche à tous les domaines justement. presque. Un, il faut qu'il y ait plus de solidarité dans la gestion de certains fléaux et que cela soit reconnu comme tel. Le fondamentalisme, l'extrémisme fait partie de cela. Tout comme les questions d'environnement, les questions de la grande criminalité transfrontalière, la question de blanchiment d'argent, etc., etc. Ça n'appartient à aucune nation. Donc il faut une véritable solidarité, un plan d'action universel. Mais ce plan ne peut prospérer que quand on donne au monde un leadership éclairé. Est-ce que, Monsieur le Président, le monde ne se contredit pas? Parce qu'il paraîtrait que ces hommes-là sont aussi soutenus par ces grandes puissances. Écoutez, je ne parlerai pas de soutien, mais je parlerai de passivité face à leurs sources de financement. Parce que qui dit État islamique, qui dit État islamique pour l'Afrique de l'Ouest, l'ancien Boko Haram, dit tout de suite financement. Ça vient d'où? Les grandes gueules. Ça vient d'où? Absolument, la question, il faut la poser aujourd'hui. D'abord, trouver des solutions au terrorisme, il faut forcément d'abord en déceler les origines et surtout tout ce qui en constitue, disons, les terreaux fertiles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans un premier temps, tout le monde d'abord regarde vers le Proche et le Moyen-Orient, mais n'oublions pas que le phénomène aussi existe chez nous, ici en Afrique. Ben oui. Boko Haram est un exemple. Tamba a dit une chose très intéressante. Il faut aujourd'hui qu'on reconnaisse que le problème existe. Et moi, personnellement, j'aimerais inviter le monde des religieux, justement, aujourd'hui à donner de la voix pour se démarquer. Parce que quand même, ces crimes-là sont commis au nom des religions. C'est cela aujourd'hui. On est en train de parler d'islamisme aujourd'hui radical, parce que c'est celui-là qui fait le plus parler de lui, mais il y a aussi du radicalisme aujourd'hui, que ce soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, voire même dans le christianisme. L'Irlande du Nord n'est pas loin. C'est vrai, l'histoire, elle est encore très récente dans les esprits. Maintenant, aujourd'hui, il faut voir le cas de Boko Haram. À un moment donné, la plus grande université islamique du monde, Al-Aqsa, en Égypte, a dit officiellement, nous ne vous reconnaissons pas, nous ne reconnaissons pas votre combat. Il n'est pas issu de l'islam. Parce qu'on voyait des islamistes, prétendus islamistes, qui tombaient, mais avec des amulettes, avec des gris-gris. Alors on se demandait d'où est-ce qu'ils venaient. Récemment, on en a pris un des grands califes qui ne savait même pas correctement réciter sa Fatiha. Donc, il y a en réalité, la religion sert à enrober d'autres motivations. Maintenant, aujourd'hui, la question du financement est réelle. Derrière de grands manias du pétrole, qui passent notamment par des pseudo-fondations ou des pseudo-ONG pour notamment envoyer de l'argent. Vous savez, récemment, le département d'État qui a interpellé notamment le Japon et plus précisément les sociétés Toyota, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des véhicules détenus notamment par Daesh étaient justement de cette marque-là, Hilux. Et ils ont dit que eux, personnellement, ils n'ont jamais envoyé des véhicules vers ces groupuscules-là. Mais cependant, on est dans un monde globalisé où vous ne pouvez pas vendre aujourd'hui un stylo sans savoir tout le pourtour, tout le contour et tout le cheminement jusqu'à destination. Alors, qui sont ceux-là qui ont leur argent pourtant généralement en dollars et en euros, mais qui vont justement les financer? Tout le monde sait que la plupart, notamment Ben Laden est un cas flagrant, on se rappelle tous, qui a autrefois collaboré avec des services secrets occidentaux. La plupart de ces jeunes aussi, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, il y a des problèmes internes même en Europe aujourd'hui. Ceux qui se sont fait exploser ne sont pas tous arrivés de l'étranger. Ce sont des jeunes Français, nés de 2e ou de 3e génération, mais qui vivent un malaise. Alors on doit aussi se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui peut désespérer un jeune homme qui a l'avenir devant lui au point d'aller se faire exploser? Donc les questions, c'est à poser, mais les sources de financement, généralement, les services secrets de ces grands pays les connaissent. Bien. La misère, évidemment. Allez, on va essayer d'écouter la position du gouvernement guinéen à travers Luceni Fall, c'est cela, ou Kiridi Bangoura? Kiridi Bangoura. Kiridi Bangoura plutôt.
Dès les premières heures, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a adressé le message de solidarité et de compassion du peuple de Guinée et aussi, à titre personnel, son message amical au président Hollande, au gouvernement français et au peuple français. Vous avez suivi aussi la démarche plus que protocolaire de Monsieur le Premier ministre qui s'est rendu à l'ambassade de France à Conakry avec une forte délégation gouvernementale pour signer dans le livre d'or et aussi pour partager avec les représentants de la France en Guinée ce moment de douleur et de terrible questionnement sur pourquoi et comment. C'est pour vous dire que le gouvernement et le peuple de Guinée sont aux côtés du gouvernement et du peuple français et partagent avec le peuple français ces moments de douleur, ces moments de compassion. Les grandes gueules. Roby, on a écouté Kéridi Bangoura. Écoutez, c'est naturel hein, que le gouvernement de Guinée accompagne le gouvernement français en solidarité après avoir vécu ce terrible événement, tout comme le gouvernement français, Ahmed l'a rappelé, nous a accompagnés lorsque nous vivions nous aussi des terribles événements. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est autant il faut interroger la responsabilité des religieux qui ne disent pas assez puisque les terroristes utilisent notamment cette question religieuse à fond pour commettre leur forfaiture, autant il faut aussi interroger la politique extérieure des puissances, notamment de l'Occident. Parce que si nous prenons les statistiques, nous nous rendons compte que depuis 2011, le monde n'est plus... depuis le 11 septembre des États-Unis, le monde ne vit plus en paix. Tout le monde vit dans la psychose d'attentats terroristes, de guerre, etc. Autant la France a été responsable, ou l'Occident est responsable dans le bourbier syrien et dans le bourbier libyen, d'où vient d'ailleurs la plus grande partie des contingents de terroristes, parce que nous nous sommes rendus compte, selon les informations, que les Syriens, un des Syriens qui avait participé à cette attaque-là, était rentré tout récemment dans la vague de réfugiés qui avait pris des migrants qui entraient en Europe. Les preuves démontrent aujourd'hui qu'il ne faisait pas partie. Il a plutôt fait une substitution d'identité. Et que d'ailleurs, un autre Syrien qui a été arrêté en Allemagne en possession des armes, avait aussi fait légalement une demande d'asile. Donc cela pose énormément de questions sur autant de procédures. En Syrie, nous parlons de 240 000 morts, dont 12 000 enfants. Personne ne s'en émeut essentiellement. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que autant on situe la responsabilité des hommes religieux qui, à un moment donné, doivent sortir dans les médias, dire à tout le monde que ces gens-là qui prêchent la violence en utilisant... Parce que la question religieuse, elle est une question très sensible, très sensible. Beaucoup de gens y vont émotivement, beaucoup de gens sont tout de suite convaincus lorsqu'on utilise le nom de Allah et des versets coraniques. J'ai envie d'y aller parce que je crois, parce que c'est mon idéal. Donc les bandits, comme ils utilisent des arguments, autant les hommes politiques ont utilisé d'arguments pour faire la guerre en Irak, pour faire la guerre en Syrie, pour faire la guerre en Libye, autant ces bandits-là aussi ont trouvé comme arme utile d'endoctrinement des jeunes qui sont prêts à se sacrifier, la religion. Donc aujourd'hui, l'Occident doit revoir sa politique extérieure parce que sinon, le monde ne sera plus comme avant. Voilà, évidemment. Bandiou Keita a posé cette question à Faya Milimono en ce qui concerne les attentats du côté de Paris. Justement, et on lui a demandé est-ce que ce ne serait pas des conséquences aujourd'hui de la géopolitique telle que pratiquée par la France. Voilà, la réponse de Faya Milimono. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Les gens vont souvent avec des appréciations quelque peu biaisées. Ce n'est pas parce que la France a une position sur le plan de sa politique étrangère, n'est-ce pas, que des innocents doivent être victimes. Je crois qu'il y a d'autres créneaux qu'on peut utiliser pour dénoncer si nous pensons qu'il y a des dimensions de la politique étrangère française qui ne correspondent pas à la vision des choses de certaines personnes. Ces personnes peuvent directement interpeller les autorités françaises et les condamner. Mais de là à prendre une action terroriste qui visent des innocents, qui vont dans si vous voulez, dans un événement culturel, ou qui sont simplement en déplacement, ou qui vont dans un restaurant, je trouve que on ne peut pas justifier ce genre d'actes à travers la politique étrangère d'un pays. Les grandes gueules. Oui, je suis sur un plan d'accord avec Dr Faya Milimono que rien ne justifie la violence et que par-delà, on puisse par des actions débridées de cette nature aller ôter la vie à d'autres personnes. Dieu même a rendu la vie hautement sacrée.
Mais je pense que Roby a raison, je partage son point de vue. Je pense que c'est important aujourd'hui que l'Europe revoie son fusil d'épaule, que l'Europe change de bésicle vis-à-vis de la conduite de sa politique étrangère. C'est extrêmement important. On ne peut pas exporter et imposer la guerre chez les autres et espérer avoir la paix. Je pense que, non, il faut avoir une pierre au niveau de son cœur pour ne pas s'émouvoir de ce qui s'est passé, de ce que la France a vécu vendredi. C'était le vendredi 13, un vendredi d'horreur, d'atrocité. Les images ont traversé la planète entière. Tout le monde en a été saisi de répugnance. Mais c'est important. Et ce qui s'est passé depuis de longues années dans le Proche et dans le Moyen-Orient, où on a déstructuré des États, ce qui se passe en Libye. Vous voyez, la Libye ne ressemble plus qu'à un champ de ruines. Et on a tué Kadhafi, et en lieu et place, on se bat pour instaurer une démocratie. On ne justifie pas. Je l'ai dit. Non, quand même, c'est important. Je l'ai dit. Rien ne justifie la violence. Justement. Rien ne justifie que par des actions d'obscurantistes, comme l'a rappelé Lansana Kouyaté, qu'on vienne ôter la vie à d'innocentes personnes. Mais j'ai dit encore une fois que moi je suis d'avis qu'il faut que l'Europe essaye d'arrêter d'imposer des régimes et des façons de diriger à des pays, à des portions de la planète entière. Il y a la dimension religieuse, certes. C'est vrai que ceux qui agissent, moi je l'ai dit ce matin, ils n'agissent qu'en leur unique et crasseux nom, pas au nom de Dieu. C'est vrai. Mais en même temps, il faut faire très très attention. Je déplore aussi le fait qu'il y a eu des attentats par le passé en Afrique. On ne peut pas rappeler tout le long chapelet d'attentats sanglants commis par Boko Haram, par les Chebabs dans la Corne de l'Afrique et par tous les groupes djihadistes dans le Nord Mali. Mais ces attentats qui touchent nos autres Africains n'ont pas la même ponctuation médiatique. C'est vrai. Est-ce que ces attentats, les attentats du musée de Bardo, des stations balnéaires de Sousse et de l'université de Nairobi ont eu le même élan de solidarité? Je sais qu'aujourd'hui, il y a une journée de deuil décrétée du côté du Bénin. Mais est-ce que le président Boni en a fait autant quand il y a eu des tueries au campus de Nairobi? Il faut arrêter un peu avec l'hypocrisie. Allez, Abakar, on continue. Politique Week-end Mohamed Mara. Papa Koli aussi s'est exprimé, évidemment, en ce qui concerne cette question de djihad. C'est bien cela. Vous savez, c'était vraiment la bonne question à lui poser. Pour qui connaît le profil de l'homme. Et vous allez voir que c'est un homme abattu tout de suite, rien qu'au timbre de sa voix. Voilà. Papa Koli Kourouma, président du groupe. Nous sommes profondément consternés et choqués chaque fois qu'il y a mort d'homme. Et surtout quand il y a mort d'homme en disant que c'est au nom de l'islam. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut les tuer au nom de l'islam. Moi, je pense que l'islam est une religion de paix. On ne doit pas se cacher derrière l'islam pour commettre un certain nombre de crimes. La seule guerre que l'islam recommande, c'est le djihad. Le djihad, on n'est plus en cette période de djihad. Je pense que la guerre sainte, elle est déjà faite, elle est finie, on a mis fin à ça. Les seules guerres aujourd'hui, c'est l'islamisation des gens, mais ça ne se fait pas par la guerre, ça ne se fait pas par les armes, ça se fait par des arguments, ça se fait par la sensibilisation et ça se fait par la prêche et non par les armes. Les grandes gueules. Ahmed Kamara. Je pense que je suis dans la même logique que M. Papakoli et je pense qu'il a parfaitement raison. Mais ce qui reste clair, c'est que la question de la politique extérieure des pays européens, c'est une question. La situation que nous vivons en ce moment est une autre... non, s'il vous plaît. Deux questions qu'on ne peut pas dissocier. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Mais n'oubliez pas que même la Guinée n'est pas à l'abri de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La Guinée n'a pas attaqué. La Guinée n'a pas attaqué. La Guinée n'a pas attaqué un pays. La Guinée est tout simplement allée pour soutenir un pays frère qui est le Mali. Donc, pas forcément une question. Je vous dis tout simplement que la situation que nous sommes en train de vivre, il faut mettre carte sur table. Il faut que les universitaires, il faut que les religieux se retrouvent pour discuter
clairement de la question. C'est très important parce que ce que nous vivons, personne n'est à l'abri. Le président de la République l'a réitéré quand il était en train de lancer son message à l'endroit de la France. Il a dit que la Guinée allait toujours lutter contre Boko Haram. Vous pensez que c'est sans conséquences? Ben si, il y a des conséquences. Je vous dis que personne n'est à l'abri. Pour l'instant, je pense que les universitaires, où tout le monde doit se retrouver pour débattre de la question. Je suis d'accord avec Ahmed que personne, nul n'est à l'abri. Mais je dis simplement à Ahmed que c'est vrai que notre pays aussi n'est pas à l'abri, mais ce qui se passe, aux frontières de la Guinée, où les menaces éventuelles qui pourraient planer sur la Guinée proviendraient du Nord Mali ou de la bande sahélo-saharienne, et ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique n'est que conséquence de ce qui s'est passé en Libye. C'est aussi simple que cela. Le problème malien est beaucoup plus ancien. Beaucoup plus ancien que le problème libyen. Justement, que la déstructuration de l'État. Justement. Mais ce qui s'est passé en Syrie... On va s'écouter, les gars. On va s'écouter. Rappelez-vous le Tchad. Pendant de très longues années au Tchad, justement, le même pouvoir de Kadhafi a armé des groupuscules et des rébellions tchadiennes. Ça, c'est connu. Et dans le nord du Mali, le problème Touareg, d'ailleurs, dont on pense même que la maman de Kadhafi, certains affirment qu'elle serait originaire de ce nord du Mali. Pendant très longtemps, justement, le nord du Mali a été surarmé. Prenez la Mauritanie. La question que je me pose, c'est pourquoi, justement, au Moyen-Orient, apparemment, on n'a pas d'autre voie pour résoudre les problèmes que la violence. Parce que dans le cas mauritanien, on ne peut pas me dire que c'était la France. Allez-y, Tamba. Merci Mohamed Mara pour cette précision, parce que j'allais quand même revenir là-dessus. Je veux interpeller Aboubacar sur deux faits. Premièrement, celui du djihad, parce que tout part de là. On pense que c'est la forme du djihad telle que prescrite dans le Coran. Non, j'ai écouté un très grand commentateur musulman qui parlait du djihad en tant que combat intérieur que le musulman devait mener. Ce qui était différent de cette forme qui existe aujourd'hui. On a écouté le message de l'État islamique. Qu'est-ce qui a été dit? Tuer tous ceux qui ne croient pas en Allah et à son prophète. C'est ce qui a été dit. Est-ce que, c'est la bonne question maintenant, il faut savoir, est-ce que ce qui s'est passé à Paris est la réponse de la politique extérieure française? C'est quand même une très bonne question. Merci ce beaucoup, qui n'est pas religieux, je demande encore à en rajouter sur ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut ouvrir l'œil sur ce qui s'est passé. On dit qu'il faut faire la part des choses entre ce terrorisme religieux qui est totalement différent du terrorisme tel qu'une réponse politique, une réponse à une politique étrangère. Déjà, il n'y a pas de terrorisme C'est carrément religieux. différent. Le terrorisme, tel qu'il est présenté, est à l'origine religieux. Non, mais je pense qu'il faut préciser les choses. Il n'y a pas de terrorisme religieux. Il y a le terrorisme qui utilise l'argument de la religion. Non, pas du tout. Il n'y a pas de terrorisme religieux, Tamba. La religion est une culture de paix, par excellence. Donc, je ne suis pas d'accord quand on associe une quelconque violence, que ce soit dans la terminologie, à la religion. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut interroger quand même l'histoire de l'humanité. On a utilisé l'argument des Noirs comme étant un peuple inférieur pour les coloniser, pour faire de la violence et pour les décimer. Autant cette culture de violence est née depuis ces temps-là, autant aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec Abakar quand il dit qu'il faut interroger la politique extérieure des États occidentaux. Les crises se sont aggravées, le terrorisme a pris de l'ampleur, les attaques se sont multipliées, l'immigration a pris de l'ampleur lorsqu'on a décimé la Libye, lorsqu'on a décimé l'Irak, lorsqu'on a décimé la Syrie. Le terrorisme au nord du Mali a pris de l'ampleur à une proportion de violence jusqu'à ce qu'on a fallu connaître même le pays tout entièrement pris par des terroristes lorsque le portail libyen a été défoncé évidemment par la guerre organisée par l'Occident. Je pense que c'est important de situer les choses telles qu'elles sont parce qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri. Le président de la République a déclaré pouvoir participer à la guerre contre Boko Haram au Nigeria. Dès lors qu'on a fait une déclaration pareille, dès lors qu'on a envoyé des militaires participer à cette guerre, eh bien les terroristes de Boko Haram vont nous prendre en ennemi et puisqu'ils n'ont pas des drones comme les Français pour frapper en Guinée, tout comme les Syriens et les Irakiens et les Libyens n'ont pas de drones pour frapper la France et les États-Unis depuis l'extérieur, puisque c'est ce qu'ils font, eh bien ils utilisent l'argument intérieur. Ils utilisent l'argument intérieur, ils essayent de travailler le mental, la moralité des étrangers qui sont nés sur ce sol et qui sont français pour pouvoir frapper. Donc chacun utilise l'arme. L'Occident utilise l'arme de loin et les terroristes utilisent l'arme de l'intérieur. Merci beaucoup, Roby. Voilà. Disons, je m'étonne ce matin, monsieur Roby, franchement. Non, je voulais clore en évoquant aussi l'autre dimension
dont on perd de vue, c'est la dimension économique de ce qui arrive à la planète tout entière. Vous savez, le monde entier est enferré jusqu'à la garde dans une crise économique sans précédent depuis les attentats de World Trade Center. Donc je pense que le jeune français, comme ils disent, qu'est-ce que le jeune français avait à voir dans ces attentats-là? Le jeune qui a été retrouvé, dont le corps a été retrouvé, qui était parmi les assaillants. Qu'est-ce qu'il a à voir? Aujourd'hui, c'est le constat des États-Unis en passant par l'Europe et d'autres parties du monde. Il y a des jeunes qui vivent mal les crises économiques et qui n'ont pas... Non, attendez, c'est important. Qui n'ont pas d'avenir, qui pensent que l'horizon est totalement bouché, qui ont donc accumulé des frustrations, qui s'embarquent sans se poser des questions dans ces filières djihadistes et qui peuvent donc se retourner contre leur propre nation. C'est ce qui est la vérité aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Abaka Diallo. Les GG continuent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On va revenir dans un instant, évidemment, on s'intéresse à l'actualité à l'international, mais pourquoi pas à l'intérieur du pays. Vive tension à Touba, cité religieuse située donc dans la préfecture de Gawal. Après les affrontements hier, donc un bilan de 2 morts et de plusieurs blessés a été comptabilisé sur place. On parle d'exertion policière au cœur donc de ces tensions. Un projet de construction d'une nouvelle mosquée. Quel est le climat sur place? On va essayer d'avoir plus d'infos là-dessus avec Honorable Ousmane Gawal, député uninominal de Gawal, donc que nous allons appeler ce matin dans cette émission. Et aussi, on nous apprend en direct dans l'émission, on va savoir un peu plus viol sur un mineur, un consul donc pointé du doigt. Donc on va essayer d'appeler Moussa Yoroba sur le terrain qui va nous dire un peu plus tard dans l'émission. Continuez à réagir. GG au 437, sinon vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. On marque une petite pause de 3 minutes et on revient dans un instant sur Espace TV. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. GG au 8037, le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous souhaitez en tout cas intervenir dans cette émission. Beaucoup de messages sur notre plateforme GG au 8037. Commandant Barry évidemment qui nous interpelle ce matin. Le monde n'est plus ce qu'il était avant. Le monde est devenu voilà. Allez, je n'arrive pas vraiment à décrypter le message. Merci beaucoup à Koumba Diallo aussi qui intervient ce matin. Mes chers confrères, la religion n'est que la démission de l'esprit, et ce qui est indispensable, c'est l'humanisme qui est à l'intérieur à la religion. Akumba, qui devient philosophe karma le matin là. Voilà. Allez, on y va avec ce autre message. GG au 87, le temps pour nous d'appeler Moussa Yoroba sur le terrain. On ne peut pas imposer la guerre chez les autres et espérer vivre. Voilà. Et ça commence bien. Bonjour les GG. Je vais vous dire une chose, je condamne fermement les attaques de Paris, voilà, mais je n'arrive pas à comprendre le reste du message. Voilà, monsieur sinon Ali Moubindi qui dit le terrorisme est un problème sensible. La plupart des armes utilisées par Boko Haram sont fabriquées par la France. Voilà, il n'a pas de preuves là-dessus. Allez, on va continuer. On nous apprend en direct, un cas de viol, un consul qui est incriminé. On va essayer d'appeler Moussa Yoroba. Ouais, c'est ce que je disais il y a quelques jours dans une autre émission, que c'est important que nos autorités se saisissent du cas Tamsir pour en tout cas faire aller à l'assaut quand même de ce mal aujourd'hui qui prend de l'ampleur, le phénomène du viol. Et c'est vrai que le cas Tamsir a été le plus médiatisé, mais combien de cas de viol passent sous nos nez à longueur de journée et de semaines dans nos zones les plus reculées. On a parlé du cas de cette jeune fille de 6 ans qui a été violée à Labé, et on a parlé d'une patiente aussi qui s'est fait violer du côté de l'Elouma. Combien de cas comme ça? Et je pense que si cela était avéré, ce serait très très grave, et que ce soit un consul qui soit à l'origine. Donc en attendant que les faits soient avérés, c'est important qu'on écoute les premières explications de Moussa Yoro. Voilà, allez, est-ce que vous avez un petit peu d'infos sur les circonstances à Baka Diallo? Non, pas du tout pour l'instant. Voilà, allez-y Tamba. Écoutez, je pense que ces personnalités se permettent pas mal de choses à cause de cette couverture qu'elles ont. Et malheureusement, ça n'arrange pas. Il faudrait qu'à un certain moment, on puisse avoir suffisamment de morale pour ne pas excéder des largesses
qu'est-ce que nous permettent la loi, notamment l'immunité qui leur est parfois garantie. Je ne sais pas si c'est un consul honoraire ou autre. On sera bien entendu tout à l'heure avec Moussa Hiro. Voilà, on va être prudent là-dessus. Évidemment, Moussa Hiro en direct. On ne va pas pour l'instant s'aventurer sur le nom du consul nu. Allez, on va dire du pays, c'est très important. Moussa Hiro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut retenir Moussa Yoruba? Parce que voilà, c'est à tout vif. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations, mais qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Ce qu'on peut retenir, c'est que ça s'est passé depuis le 25 février dernier et vous ne voulez pas qu'on dise le nom du consul, c'est un consul quand même. Non, c'est important parce que l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique. Nous allons revenir sur tout ça. C'est vrai, ça s'est passé chez nous ici à Conakry depuis le 25 février dernier. C'est un consul qui jouit bien entendu de cette immunité diplomatique qui lui a permis d'ailleurs de prendre la tangente parce qu'il faut le rappeler, il n'est plus à Conakry, qui a abusé d'une fille mineure de 12 ans. Mais je me dis que si ce consul a pu partir sans que rien ne soit fait, c'est parce que certainement il a profité de cette immunité. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi? Non. C'est la question que je me pose ce matin. Dans ce monde d'aujourd'hui, Moussa Hiro, a-t-on déjà précision exactement sur les circonstances dans lesquelles tout cela est arrivé? Voilà, je vous rappelle, sur les faits, ça s'est passé le 25 février ici à Conakry, sur une petite fille de 12 ans qui vendait des bananes. Alors, elle passait devant la résidence du nommé consul. Son vigile qui était là a acheté des bananes avec la petite et il a finalement introduit la petite chez le consul. Donc, le consul a abusé de la petite. Imaginez, c'est un monsieur qui est dans la soixantaine et qui a abusé de cette petite fille. Avant de lui donner 50 000 francs. Moussa Hiro, de quelle preuve dispose-t-on, en tout cas, pour affirmer que ce viol a eu lieu dans la résidence de ce consul? Et pourquoi c'est maintenant qu'on en parle? Parce que cela date quand même de février 2015. Ouais. Nous sommes au mois de novembre, cela fait près d'un an. Pourquoi il y a eu ce long silence sur ce cas de viol? Si nos autorités on va ajouter sur ce présumé cas de viol. C'est maintenant qu'on en parle parce que l'arrestation du jeune Tamsir a remonté la famille disant que oui, elle a vécu cela, elle a porté plainte au niveau de l'éco-18 de Koza et imaginez-vous, une parfaite enquête judiciaire a été menée là-dessus, une parfaite enquête de police. J'ai un document, un rapport sous les yeux qui atteste que le travail a été excellent par rapport aux enquêtes de police qui a été fait du côté de la gendarmerie de l'éco-18 de Koza. Et il y a un rapport, tenez-vous bien, il y a un rapport médico-légal numéro 27 du 26 février du professeur Hassan Ba qui établit qu'il y a eu agression sexuelle avec une déploration imminente récente. Donc Moussa Hiro, tous ces documents-là existent, nous les avons sous les yeux. Une source proche du dossier du côté du tribunal de première instance de Diki nous rapporte qu'il y a un PV, que si vous lisez le PV, vous n'aurez rien, vous ne pouvez pas vous retenir de pleurer parce que vu que la fillette, elle est si chétive, si mince, on ne peut pas s'imaginer qu'un gaillard imaginez, il a non seulement 60 ans, mais il est colosse, il est costaud, il a abusé de la fille. La fille, quand elle est sortie, non seulement elle ne pouvait pas marcher, elle s'est confiée à quelqu'un qui l'a conduite à l'hôpital. Donc Moussa Hiro, quand on vous entend bien, on ressort ici la lâcheté quand même des autorités qui ont suivi ce dossier-là, qui avaient cette enquête en main. Si, Ahmed, il y a une certaine forme de lâcheté, puisque depuis février... Je pense qu'il faut écouter... il faut écouter Moussa Hiro. Laisse-moi aller jusqu'au bout, Ahmed, s'il te plaît. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Moussa Hiro nous explique qu'il y a des documents qui sont établis. Il y a des enquêtes qui ont été établies. À quel moment ces enquêtes ont été lancées? Moussa Hiro a les documents, elle nous le dit clairement. Vous dites que ces dossiers-là ont été cachés. Il a fallu le cas Tamsir pour que la famille puisse avoir le courage de sortir finalement, médiatiser le cas de leur fille. Moi, même au sein de la famille, je vais vous dire une chose. Même au sein de la famille est partagée. C'est un monsieur qui est remonté, un parent de la jeune fille qui est remonté, qui a dit non, que c'est trop, qu'il ne pouvait plus se taire. Donc c'est lui qui est sorti pour venir le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi? Est-ce qu'on peut mettre la main sur Tamsir et se taire sur un autre monsieur parce qu'il est consul? C'est vrai, quels sont les arguments qu'on nous a apportés? Que si c'était un consul honoraire, on aurait pu mettre la main sur lui. Mais vu que c'est un consul général, il est protégé par l'immunité diplomatique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? La justice guinéenne pouvait mettre la pression pour qu'on puisse lever l'immunité du côté dans son pays là-bas, pour qu'on puisse le juger.
Mais aujourd'hui, il a quitté la Guinée. Il est parti dans un autre pays. Imaginez ce qu'il va faire sur d'autres filles. Voilà, oui, Moussa Yoro. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est très important, voilà, il faut prévenir. Hein. On nous signale que c'est le consul du Canada, hein, c'est bien cela? Justement, voilà, vous ne vouliez pas que je dise le nom. Mais non, on n'a pas du tout. Mais non, il n'y a pas de censure. Hein. Il n'y a pas de censure, Moussa Yoroba. C'est le consul du Canada et il se nomme Philippe et actuellement il est du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut, c'est de la pédophilie simplement. C'est des personnes qui profitent de leur statut pour abuser des personnes qui sont vulnérables. Je pense qu'il faut pousser les enquêtes. Il faut aller jusqu'au bout pour que ce monsieur soit démasqué, pour ne pas que d'autres fillettes subissent le même sort. J'ai envie de comprendre, Moussa Yoro. Le consul a-t-il été rappelé par son pays ou est-ce qu'il a fui? Écoutez, les enquêtes ont été faites ici. Finalement, on a même posté des policiers aux alentours de son domicile. Mais le monsieur, finalement, il s'est muré complètement. Il est resté, il s'est enfermé chez lui, il est resté là-bas. Je ne sais pas s'il y a eu une certaine complicité. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, quelque part. On va nous édifier là-dessus pour savoir si oui, ils ont été complices de son départ. Il a été rappelé dans son pays finalement. Je pense qu'il est du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Moussa Yoro, cette question. Moussa Yoro, une question très importante. Vous qui avez de la documentation sur cet événement, est-ce que le consul a été auditionné par hasard? Non, malheureusement, il a profité de ce manteau, on n'a pas pu l'auditionner. Mais tenez-vous bien, le monsieur qui a introduit, puisque lui il est guinéen et que lui certainement, il n'est pas au-dessus de la loi, lui il est inculpé dans ce dossier, il a été arrêté. Voilà, Moussa Yoroba en direct dans les GG. Allez-y, Ahmed. Non, je pense que c'est pas une question. Voilà. Merci beaucoup. Juste peut-être obtenir de vous, Moussa Yoro, quelques précisions sur en tout cas l'état dans lequel vit aujourd'hui cette jeune fille. Est-ce que vous avez quelques précisions? Comment se porte-t-elle? La petite, elle est là, elle vit, ça va, mais elle a vécu ça. Vous imaginez si ça se passe sur une enfant de 12 ans. Elle peut être traumatisée à jamais si elle n'est pas suivie, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. C'est vrai que le médecin légiste a fait l'examen, il a prescrit des médicaments et tout, mais il doit y avoir normalement un suivi psychologique, ce qui n'est pas souvent fait chez nous ici. La fille, là, pourrait rester comme ça. Elle peut avoir peur de l'homme éternellement, et c'est sa vie qui est complètement bafouée, il faut le dire. Voilà, Moussa Yoroba. En tout cas, on va revenir longuement sur cette actualité. Voilà, le consul honoraire de Canada en Guinée. Donc, Canada. Voilà, en Guinée. Merci beaucoup, Moussa Yoro. Merci à vous, Lamine. Allez, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Merci à vous du côté de la coopération. Good morning, GG. Mes condoléances le plus attristées donc aux victimes de la barbarie. Certes, je suis fier de vous ce matin. Vous êtes en train d'animer un débat si intéressant, responsable et très équilibré. Merci beaucoup, monsieur le ministre Moustapha Koutouboussano, donc, qui nous envoie ce message en direct. On a écouté Moussa Yoroba. On va approfondir cette enquête, mon cher Ahmed Kamara. Je pense que c'est très important et lumière doit être faite autour de ce dossier. Et les agents qui ont géré ce dossier doivent également s'expliquer pourquoi ont-ils géré ce dossier de cette façon. Je suis d'accord parfaitement avec les autorités quand on dit que non, il y a une certaine immunité. L'immunité, d'accord. Mais comment se gère l'immunité? Il y a une procédure. C'est quoi exactement? C'est que nous, on a nos enquêtes à mener ici, mais après, on le met à la disposition de son pays d'origine, qui est le Canada. Ce qui n'a pas été fait. On a préféré tout simplement le poster du côté d'Abidjan. Ça, c'est une irresponsabilité de la part des autorités guinéennes qui devaient poursuivre ce monsieur parce qu'il devait être jugé chez lui au Canada. De toute façon, il est du côté de la Côte d'Ivoire. On sait où il est. Aujourd'hui, on a dénoncé cet état de fait. C'est pourquoi je dis que les agents qui ont géré ce dossier, les autorités qui ont géré ce dossier, parce qu'on ne peut pas me dire que sûrement le ministre des Affaires étrangères n'est pas informé. Ils sont tous informés. Tu viens en venir, Ahmed. Je comprends très bien. Il est important aujourd'hui qu'on nous dise qui a fait quoi dans ce dossier et chacun doit s'expliquer. Si des ministres, bien évidemment, sont complices de cette situation, si des agents de la police sont complices, ils doivent être arrêtés et jugés, condamnés également pour trahison. Parce que moi, j'appelle ça trahison. Je suis d'accord avec toi. Attention au mot, hein. Allez-y. Oui. Le monde... Ils ont trahi le peuple. Bien, allez-y. Le monde est un petit village. Il y a des institutions judiciaires sous-régionales qui existent. Il y en a cette haute cour africaine de justice qui est en construction. Je veux même pas parler de l'immunité parce que c'est parfois qui me donne des maux de tête. Bien. Non, franchement. Mais après, il y a des ONG.
Ahmed, oui, pourtant il faut l'accepter. Non mais malheureusement ça n'arrange pas. Voyez par exemple ce qu'ils font. Voyez par exemple ce qu'ils font avec la Cour africaine de justice. On dit quand il y a un président qui se rend coupable de crimes contre l'humanité, crimes graves, il faut quand même le protéger parce qu'il a l'immunité. Ça, ce n'est pas à accepter. Mais il y a des ONG qui existent, il y a des institutions qui existent, qui militent en faveur de l'enfance. C'est le lieu et c'est le moment de se saisir de la situation. Mais il y a le garde qui a été interpellé. Pourquoi est-ce que celui qui n'a fait qu'introduire la fille à l'intérieur il n'a pas fait qu'introduire, il a Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis qu'introduire. Par rapport à celui qui l'a violé, qui a le plus de responsabilités devant la loi. C'est très injuste. Le monde est très injuste. Il y a un principe général du droit qui veut qu'il n'y a pas de délit accessoire si le principal, lui, n'est pas prévu, n'est pas puni. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on libère le monsieur, qu'il n'y ait pas de poursuite contre lui dans son pays d'origine, qu'il n'y ait pas justement de poursuite contre lui dans son pays d'origine, et que ce soit un portier en Guinée qui serait en train de répondre devant nos tribunaux. Donc là, moi, je suis d'accord qu'il revient maintenant aux associations, justement, de défense des droits humains, maintenant d'interpeller le Canada, de porter plainte contre ce monsieur-là dans son pays d'origine. Merci beaucoup, Mohamed. Sinon, ça relève de la démission du côté ici du ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de proposer au ministère des Actions sociales et au ministère des Droits de l'Homme de créer une cellule d'écoute des enfants, des femmes qui ont été des jeunes filles qui sont victimes de viol. Pour moi, c'est l'occasion. Non, arrêtez. Voilà, pas de mythomanie. Écoutez, un fou peut venir dire que j'ai été violé. Vous pensez qu'il n'y a pas de procédure pour établir que le viol est effectif? Il y a une fille qui a menti comme ça du côté de la baie. Comment vous avez su qu'elle a menti? C'est parce qu'on a mené des enquêtes. On mène des enquêtes partout. C'est pas pour autant qu'on va pas créer cette cellule-là pour écouter des gens qui sont violés et qui n'ont pas le courage. Aujourd'hui, il est important d'activer le courage des personnes, des jeunes filles, des femmes. Il y a des femmes qui sont violées à domicile. Elles peuvent venir auprès de ces cellules. Non mais arrêtez, on parle. Elles peuvent venir auprès de ces cellules-là. Il y a des femmes qui sont violées à domicile. Ahmed, je le répète. Absolument, viol conjugal. Arrêtez, Ahmed. Écoutez, mais oui. Donc, il faut donner du courage à ces femmes-là. Vous pensez que pourquoi ce cas-ci qui date depuis de février est mis à jour? C'est parce qu'il y a eu un cas Tamsir, donc il y a une jurisprudence. Et cette jurisprudence doit continuer. Non seulement elle doit continuer, mais elle doit pas être comme ça. Il faut une cellule qui écoute les victimes et qui ait des enquêtes qui soient menées et que pour une fois les gens aient le courage de dénoncer des viols. Sinon on va tomber dans le syndrome de l'Inde où il y a des milliers de viols par jour parce que tout simplement la culture indienne veut qu'on ne se plaigne pas. Bien, ou les fous du sexe. Allez, on revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.